Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode et bon vol! Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer cet épisode, je tiens à vous informer que nous aborderons aujourd'hui un sujet délicat, la guérison des troubles du comportement alimentaire, et notamment la boulimie. L'intention derrière notre discussion du jour est de traiter ce sujet avec sensibilité et respect, dans le but d'informer, de soutenir et de donner de l'espoir aux personnes atteintes de TCA, troubles du comportement alimentaire, ainsi qu'à leurs proches. Je tiens également à souligner l'importance de reconnaître que les troubles du comportement alimentaire sont des défis complexes et difficiles à surmonter. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez en souffrez, il est essentiel de rechercher un soutien professionnel et bienveillant. Un professionnel de santé qualifié peut vous accompagner dans votre parcours de guérison et vous aider à trouver des solutions adaptées à vos besoins spécifiques. N'hésitez pas à prendre contact avec un spécialiste pour obtenir l'aide nécessaire afin de surmonter ces difficultés et de retrouver un bien-être physique et mental. Et surtout, je vous invite à prendre bien soin de vous. Hello Charlène. Bonjour. Alors je remets mon micro, tu vois, ça c'est les défis du live. Charlène, je vais te présenter en vitesse. J'ai pris mes petites notes, je sais, parce que j'ai vraiment pas envie de dire de bêtises, surtout sur mes invités. Tu vois, j'ai le micro qui me... Tac. Ça, c'est, tu vois, les behind the scenes derrière les écrans. Donc aujourd'hui, on retrouve Charlène. Merci encore d'être là et de prendre le temps de venir. Merci de m'avoir invitée. Charlène, tu es coach sportive française spécialisée dans le strength training, donc l'entraînement de force, c'est ça, en Australie. Aujourd'hui, tu as accepté de venir nous partager ton parcours et notamment un sujet délicat qui est la guérison de la boulimie, donc un trouble du comportement alimentaire. Donc on va parler de ça et aussi de ton audacieux changement de vie complet parce que tu as tout quitté pour partir à l'autre bout du monde. Cet épisode, aujourd'hui, il a vraiment pour but d'aider les personnes qui pourraient être atteintes de la maladie, qui recherchent du soutien, qui recherchent de l'aide, qui se sentent peut-être bloquées. On espère vraiment que ça pourra vous donner de l'espoir, mais c'est aussi pour les proches de personnes atteintes, pour que vous puissiez avoir les bons outils pour aider les personnes autour de vous qui pourraient souffrir de la maladie. Donc c'est parti, on va prendre notre envol pour une conversation, j'en suis sûre, remplie de courage, d'inspiration et j'espère de l'espoir vers la guérison. Parfait. T'es prête ? Ouais. Alors j'ai ce micro qui ne veut toujours pas rester en place. Reste avec nous, micro. Ça devrait le faire. Alors, il y a un petit truc que je fais toujours au début de mes podcasts, c'est que je demande aux invités, donc c'est une espèce de icebreaker, briser la glace, attention, traduction anglaise. Je demande aux invités de se présenter en 3 mots et peut-être d'expliquer pourquoi tu as choisi ces 3 mots-là. 3 mots. Je dirais loyal, sensible et jusqu'au boutiste. Jusqu'au boutiste. Jusqu'au boutiste. On vient d'inventer un mot. C'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit dans ma vie. Charlène, tu es une jusqu'au boutiste. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Comment tu traduis ça pour toi ? Je vais jusqu'au bout des choses, même quand la plupart des gens auraient abandonné. Ok. Je vais jusqu'au bout. Je pousse tant que c'est pas terminé, c'est pas terminé. Ok. On a une fonceuse, voilà. Une bosseuse et une jusqu'au boutiste. C'est ça, c'est le mot qu'on me donne le plus en fait quand on me décrit. Mes proches, mes amis, c'est vraiment le mot qui revient tout le temps. Jusqu'au boutiste. Ok. Ouais. J'adore. J'avais jamais entendu. Et tu vois ? Ça peut être positif comme négatif. Malheureusement, des fois, je sais pas quand il est temps de s'arrêter, mais en tout cas, ouais, je fonce. La limite. Et j'abandonne pas. C'est top. Ouais. Écoute, bravo. Et je pourrais dire que j'ai fait un podcast avec une jusqu'au boutiste. Voilà. Du coup, j'adore. Hop, je perds mes notes. On adore. Ok. Aujourd'hui, on va parler vraiment d'un sujet délicat et je pense que j'ai vraiment envie qu'on rentre dans le vif du sujet si ça te va. Avec l'idée que tu partages ce que tu as envie de partager, ce avec quoi tu te sens confortable, parce que je sais que c'est quelque chose qui t'est arrivé il y a très longtemps de ça, que tu t'es détaché de ça complètement aujourd'hui, que ce n'est plus ton identité, ça ne fait plus partie de ton quotidien, et qu'on veut vraiment, comme je l'ai dit en début d'introduction, donner de l'espoir aujourd'hui. Est-ce que, du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, tu peux revenir
dans ton passé, dans ton adolescence. J'ai l'impression qu'on est chez le psy, c'est un peu Ouais. Quel est-vous ressenti à ce moment-là? Retournons dans ton adolescence. Est-ce que tu peux me décrire qui était la Charlène adolescente? Alors, la Charlène adolescente, elle a eu une transition qui a été importante, je pense. J'ai été, à l'adolescence, en fait, je suis passée d'une école, pas une école privée, mais très, où tout le monde se connaît, tout le monde est gentil, tout ça, au collège. Donc, en fait, quand j'ai changé de collège, on a déménagé et je suis tombée dans un collège d'éducation prioritaire. Okay. Et la première année, je me suis fait bullied. Je me suis fait... harassement. Ouais. Maltraité, entre guillemets. Tout à fait. Pendant cette première année, ça a été très, 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 très mal, très mauvais. Et cette année a été très compliquée. Ce qui fait que ce changement-là, en fait, l'année d'après, je suis revenue avec l'idée de ne plus me faire enquiquiner. Et du coup, je suis arrivée en mode gothique. Et je me suis rapprochée, en fait, de ces gens-là pour me sentir avoir un pouvoir, en fait. Okay. Que ces autres personnes ne puissent plus m'atteindre. Et du coup, voilà, je suis devenue gothique. J'ai commencé à me rapprocher de ce milieu-là. Je jouais dans un groupe de métal. Donc, voilà, à porter du noir. C'était ma protection, en fait. C'était ma protection et ça m'a donné un pouvoir, ça m'a donné beaucoup plus de confiance en moi. Et du coup, je suis arrivée à ce stade où, voilà, j'étais complètement à l'aise avec moi-même, mais parce que, voilà, je m'étais fait cette identité de la gothique et aussi de la personne qui fait peur aux autres pour me protéger. Waouh, c'est quand même assez fort de décrire de la maltraitance à l'âge très jeune, tu vois, c'est ce qui est collège, lycée, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent. Je pense que les enfants et les adolescents sont très difficiles et très... oui, ça peut causer vraiment comme des traumatismes, en tout cas des choses qui te marquent. Ils ne se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. Mais personne, je pense, se rend compte, parce que peut-être que même nous aussi, tu vois, on a dit des choses à d'autres enfants à cet âge-là, sans se rendre compte. Et je trouve que c'est de plus en plus dur dans la société d'aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux. Complètement. On va pas bifurquer, mais... je trouve que c'est vraiment difficile et que les enfants n'ont pas les outils nécessaires pour justement se comprendre leurs émotions, comprendre ce qui se passe et savoir faire la différence entre ce qu'on nous dit, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui fait partie de la réalité ou pas. Donc du coup, tu t'es protégée avec ce côté gothique. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça? Donc du coup, j'ai eu un groupe de musique. Ok. Parce que du coup, je me suis mise à fond dans la musique, c'est ce que je voulais faire de ma vie. Et comme je disais, ça me donnait une identité et je faisais partie d'un groupe, je faisais partie de quelque chose. Et du coup, en jouant avec ces groupes-là, j'ai rencontré un garçon dans un autre groupe qui, pareil, était guitariste. Et ça a été la love story. Ok. La love story comme jamais. La love story gothique, un peu, genre, il était métalleux. On disait métalleux. Ok. Voilà. J'apprends des mots tous les jours. Jusqu'au boutiste et métalleux. Voilà. C'est vrai? Oui. Ah voilà. Donc... C'était pas mon monde, du coup, c'est toujours intéressant de voir, tu vois, les trucs différents. Voilà, c'était le groupe des métalleux. Okay. Et du coup, on s'est rencontrés. Nos deux groupes, en fait, avaient joué à un concert ensemble. Et du coup, voilà, c'était le début d'une histoire qui a quand même duré 6 ans. Waouh. Ouais. Okay. T'avais quel âge à cet âge-là? J'avais 15 ans. Ok. J'avais 15 ans. Et du coup, voilà, je découvre dans cette nouvelle relation le sentiment amoureux, toutes ces nouvelles choses, en fait. Et jusqu'à notre premier anniversaire, je pense. Donc, une année complète en couple avec mon petit chéri. J'étais super heureuse. Et du coup, on était tous les deux tellement amoureux, heureux. On passait tous nos vacances ensemble, tous nos week-ends ensemble parce qu'on n'habitait pas dans la même ville. Que à chaque fois qu'on se voyait, on se faisait
des McDo, enfin, tu vois, on s'est acheté des trucs à grignoter, on regardait des films. On avait 15 ans, on ne peut pas faire grand-chose à cet âge-là. Mais du coup, voilà, on passait nos week-ends à ça. Donc, j'avais pris un petit peu de poids et je me rappelle même que j'étais rentrée d'un week-end une fois et ma tante m'avait regardée, j'étais en maillot de bain et elle m'avait dit « Mais Charlène, qu'est-ce que t'as fait ?» Et je me souviens me regarder dans le miroir, j'étais en maillot de bain et j'étais là « Bah, quoi, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et elle me dit « Bah, t'as grossi. » Ok, c'est dur. Écoute, maintenant que j'y pense, ouais, mais sur le coup, je me souviens exactement, je peux revisualiser ça. Je me souviens que moi, je voyais pas de quoi elle parlait. J'étais amoureuse, j'étais bien, tu vois ce que je veux dire? Et je sais que j'avais pris 2 kilos sur la balance, mais c'était pas quelque chose qui m'affectait en fait, du tout. Et bref, donc j'avais un peu plus de poids et en fait, à cet anniversaire-là, il me dit écoute, tu crois pas qu'on va un peu trop vite, tout ça? La douche froide. La douche froide après une année de... Tu sais, bah, c'est ton premier amour, tout ça. Et là, je comprends pas. Et de là, la relation a commencé à dériver un petit peu. Il commençait à me faire des commentaires. Tes fesses sont un peu trop grosses. Des choses comme ça, jusqu'à ce qu'en fait, un jour, il rompt avec moi. Ok. Et Après 6 ans? non, après, c'était la première année. Ah, la première année, d'accord. Après la première année, donc ça commence à dériver avec ce genre de commentaires que voilà, je suis un peu trop grosse. Et finalement, il rompt avec moi et il me dit qu'il a des sentiments pour moi, qu'il m'aime, mais qu'il a besoin de voir d'autres choses. Et cette autre chose, c'était des filles fines. Mon Dieu, ok. Voilà. Et donc, j'ai assisté à ça. Et pour te la faire courte, entre guillemets, après ça, ça a été un cercle. C'est-à-dire qu'après, il est revenu vers moi. On s'est remis ensemble. Et après, une fois par an, il me faisait la même chose. Une fois par an, il me montrait et me disait que je n'étais pas assez bien pour lui, qu'il avait envie... À chaque fois, l'argument, c'était d'essayer quelqu'un d'autre, en fait. Waouh. Donc moi, j'étais tellement amoureuse qu'à chaque fois, je le reprenais. Et l'argument, c'était que voilà, on était jeunes, qu'il m'aimait, mais qu'il avait envie d'essayer d'autres choses. Mais à chaque fois, c'était un rappel de me dire que je n'étais pas assez bien, en fait, que je lui suffisais pas. Et de là, donc, de cette première année, j'ai commencé du coup à me sentir pas assez bien, parce que du coup, j'étais trop grosse. Je rentrais pas, tu sais, en France comme on est, il faut faire du 34-36. Ouais. Et moi déjà, je suis d'une famille d'origine allemande, donc on est des bons vivants, tout le monde mange, il y a des gros mangeurs dans ma famille. On n'est pas des nanas toutes fines. Et du coup, c'est vrai que ça m'a vraiment... ça m'a traumatisée. Et du coup, je voulais être cette fille fine qu'il aimait tant pour être assez bien pour lui. Et donc, j'ai commencé à tomber dans la boulimie pour essayer de rentrer dans les cases et pour me faire aimer de cette personne que j'aimais. C'est fou la baisse d'estime de soi qui peut venir par les mots. J'ai l'impression que les mots sont parfois une arme tellement puissante. Tu vois, genre les mots sont plus forts parfois que la violence physique. J'ai l'impression. J'ai pas envie d'aller trop loin non plus, mais les mots peuvent vraiment rentrer dans ta tête et rester marqués pour tellement longtemps. Du coup, tu as commencé la boulimie. Comment ça s'est passé exactement? Comment tu décris la boulimie, pour toi? Ça commence effectivement par cette idée de se dire j'ai trop mangé. Si je mange trop, je vais grossir. Du coup, je me purge pour ne pas stocker en fait ces aliments, ces calories, et ne pas grossir. Ensuite, ça prend une autre envergure en fait, parce que
on veut en fait être assez bien. On a ce sentiment de ne pas être assez bien en fait, et on rentre dans un cercle. Donc quand on a une crise, faut savoir que c'est des crises en fait. On est soi-même et d'un coup on a comme une crise d'angoisse qui nous rappelle qu'on n'est pas assez bien, et en fait on a une douleur dans la poitrine. Donc peu importe ce qu'on va manger, beaucoup de gens pensent qu'en fait c'est de la gourmandise, alors que pas du tout. En fait on essaie d'apaiser cette douleur. Donc on va manger. On va manger, et tu sais, quand tu manges, surtout des trucs sucrés, des trucs comme ça, ça te release, ça te crée des... Les hormones du bonheur. Exactement. Donc tu as ça pendant un petit peu de quelques minutes. Et en fait, tout de suite après, tu as ce sentiment de dégoût de toi-même, en fait. Parce que tu sais que si tu ne te purges pas, tu ne seras pas assez bien pour rentrer dans le moule de ce où on veut que tu sois, ce qui est donc être fine. Donc finalement, c'est comme se rejeter soi-même. On avale son mal-être en mangeant tout ce qui passe, on se remplit de ça, et une fois qu'on arrive à saturation, eh ben on se purge. On se purge et on a ce soulagement pendant quelques minutes en fait. On peut respirer, ça s'apaise. Et encore tout de suite après, ce sentiment de honte, en fait, comme une vague de honte qui nous répète qu'on est malade, qu'on n'est pas assez bien encore une fois, qu'on est prisonnière d'un cercle, en fait, qui recommence, en fait, tout le temps. C'est de l'autodestruction constante. C'est un petit peu comme ça que... Est-ce que c'est comme ça que tu le vois ? Alors oui. T'essayes de te faire du bien, mais du coup, tu te détruis derrière. Du coup, et c'est ce cercle-là que tu décris ? Oui, c'est ça. Et c'est aussi, comme je dis, c'est une crise. Et pendant ce temps, en fait, où tu as cette crise, tu n'es plus toi-même. Et quand, en fait, c'est la fin de la crise, c'est comme te réveiller et te dire qu'est-ce qui vient de se passer. Okay. En fait, tu es une autre personne. Quand tu commences, tu sais, à manger, c'est pour ça qu'on dit une crise de boulimie. C'est pas comme si tu avais fait un bon repas et ensuite, bon, tu te sentais un petit peu guilty, coupable, merci. Et que du coup, bon, tu voulais éliminer ces calories. C'est pour ça que je te dis que c'est pas qu'une histoire de calories. C'est pas juste ça. C'est une crise. C'est une compulsion. Voilà, tu ne sais même pas ce que tu manges. Tu peux manger. Je me rappelle à un moment où j'étais vraiment très très bas. J'achetais vraiment les gâteaux premier prix. En fait, c'était juste pour avoir l'outil. Okay. L'outil de destruction, mais aussi l'outil pour pouvoir faire mes crises, en fait. Parce que je savais que ça faisait partie de mon quotidien. Ça faisait partie de ton quotidien à quel degré ? Alors, ça a été... il y a eu des vagues, mais j'ai eu une période de ma vie où je suis partie... en fait, de la région marseillaise pour aller à Strasbourg. Parce que donc, j'ai eu une rupture, une de ces ruptures qui se passait tous les ans. Et j'avais besoin de partir de ça. Parce que, comme tu le sais, on en a déjà parlé, il faut sortir en fait d'un environnement pour partir d'une addiction où il fallait que je me sorte de ça. Et je voulais faire mon école de maquillage. Donc je suis partie à Strasbourg. J'avais 19 ans, c'était la première fois que je partais de chez mes parents. Mais voilà, j'avais envie de me sortir de ça. J'avais envie de me sortir de ça et de faire quelque chose pour moi. Donc je pars m'installer à Strasbourg. Je me trouve une coloc, on se prend le petit appart. J'étais tellement excitée de faire cette école. Et donc j'arrive là-bas. Et en fait... très vite, ça recommence. Ça recommence, mais en fait, ça s'est pas du tout bien passé avec ma coloc, qui m'a fait la misère, comme on dit. Donc je repartais dans ce truc de maltraitance que j'avais eu au collège, où en fait, elle avait monté clairement toute la classe contre moi. Waouh! Ouais, j'avais 20 ans. Pourquoi ? Qui sont ces gens ? Il faut les arrêter, c'est pas possible. Ah ouais. Non, mais en plus, alors je sais pas si tu peux garder ça dans le podcast, mais entre guillemets,
Elle avait fait croire à tout le monde que j'étais nazie. Oh, waouh! C'est fort, hein? C'est très fort. Ouais. C'est fort dans le côté négatif, pas dans le côté positif. Non, clairement. Il faut quand même avoir beaucoup j'imagine, de la haine aussi à l'intérieur de soi et de la colère pour vouloir créer autant de mal et de misère pour une autre personne autour de soi. Ouais. Et ça a été le début de la descente aux enfers, en fait. Parce que du coup, je vivais avec cette personne. Elle était plus âgée que moi. Plus âgée que moi, mais a fait en sorte que mon quotidien... J'étais déjà fragile par cette maladie. En plus, c'était la première fois que j'allais vivre sans ma famille. Sans ma famille, comme je te dis, voilà, je venais d'avoir 20 ans. Premier appart, je devais tout payer moi-même. Tout payer, mon école, mon loyer, mais ci, mais ça. Donc, je m'étais trouvé un petit job dans un bar à smoothie. Okay. Smoothie, oui. Et du coup, voilà, je devais tout payer moi-même. Et bref, j'avais aussi mon école, donc de maquillage, où vraiment, c'était mon rêve, quoi. Et en fait, vu qu'elle avait tourné tout le monde contre moi, tu sais, quand on faisait du maquillage, il fallait se mettre par deux. Personne ne voulait se mettre avec moi. Et je ne savais pas pourquoi. Pendant très longtemps, je ne savais pas pourquoi personne ne voulait se mettre avec moi. Ça a été très, très, très compliqué. Encore un gros sentiment de rejet, encore une fois. Alors que j'étais partie, en fait, de ça, de chez moi pour fuir ce sentiment de ne pas être assez bien, de ne pas être assez. Et j'ai retrouvé ça. Puissance, encore une fois, tu vois, c'était très dur. Et du coup, la descente aux enfers, où en plus de ça, il n'y avait personne pour me surveiller, pour mes crises. Parce que quand j'étais chez mes parents, tu as toujours un sentiment de honte, parce que tu dois te cacher. Mais du coup, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué de se cacher quand tu as ta famille autour, ce qui n'est pas plus mal, parce que ça te stoppe un peu. Okay. Ça te stoppe un peu, justement, de ne pas avoir ces crises, ou en tout cas, de ne pas pouvoir te purger après. Alors, ça te fait pas sentir mieux, hein, mais en tout cas, ça limite. Alors que quand j'étais toute seule à l'autre bout de la France, et que je travaillais en plus pour quelque chose d'alimentaire, c'était tellement facile pour moi de, tu vois, me faire un smoothie, tout ça. En plus, je sais qu'à la fin de la journée, on jetait les invendus. On avait des quiches, des tartes, des trucs comme ça, bref. Et on jetait les invendus. Mais du coup, où on pouvait les récupérer pour nous. Donc forcément, je les récupérais pour moi. Déjà, parce que j'ai été étudiante, donc j'avais pas de thunes. Et le peu d'argent, mais je me rappelle, mais j'avais tellement pas d'argent, j'étais à découvert, mais j'allais à la supérette du coin le dimanche pour faire mes crises. Et je dépensais de l'argent que j'avais pas, mais pour pouvoir faire ces crises, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'avoir, en plus de l'accès facile à la nourriture, c'était des fois le week-end, parce qu'en plus j'étais toute seule, parce que j'allais au travail, j'allais à l'école, et j'étais chez moi. Quand j'étais pas à l'école, j'étais au travail. Donc j'avais pas vraiment le temps de sociabiliser, en fait. Okay. Donc j'avais pas d'amis. Et du coup, le week-end... C'est dur. Ouais. Et en plus, vivre avec quelqu'un qui me faisait la misère au quotidien. Mais du coup, quand j'avais un jour off, je mangeais, je vomissais, je pouvais faire ça 3-4 fois par jour. Et c'est horrible. C'est dur, et j'imagine je ressens surtout un sentiment d'isolement, parce que du coup, tu étais très seule. Donc tu dois te sentir encore plus seule, et tu décris un sentiment de honte aussi qui arrive à chaque fois à la fin de ces crises. Donc, est-ce que tu voyais une lumière au bout du tunnel ? Parce que j'imagine que tu dois te sentir tellement aller vers le bas, tu vois, c'est cette image-là que j'ai. À quel moment tu te dis, mais tu vois, il faut que ça s'arrête, par exemple ? À ce moment-là, j'ai toujours... Alors moi, j'ai été élevée avec la lumière. Waouh, c'est beau. Ouais, je pense que ça, c'est le job que mes parents ont très bien fait, c'est de m'élever avec la lumière, peu importe ce qui se passe. C'est un truc que mon père me dit tout le temps. Peu importe ce que je dis, le problème que j'ai, il va me dire
c'est pas grave. C'est pas grave. T'inquiète, c'est pas grave, fais-le. Bref, tout ça pour dire que j'ai toujours essayé, peu importe la situation, de me sortir de là où j'étais. Et du coup, quand j'ai été dans cette situation de crise permanente, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Ah oui, non, t'as raison. Maintenant que j'y repense, ça me revient. J'avais vu un reportage sur des femmes qui étaient dans la boulimie depuis des années, 8 ans, 9 ans, des trucs comme ça. Et moi, c'était encore assez récent. Et ça m'a fait peur parce que quand j'ai vu qu'il y avait des femmes qui étaient dans la boulimie depuis 10 ans, j'ai compris que si je ne faisais rien, ça n'allait pas s'arrêter. Qu'est-ce qui t'a fait peur dans ça ? Dans le reportage, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et alors, bon, j'étais jeune, j'avais pas spécialement... c'est pas quelque chose que je voulais avoir rapidement, des enfants, mais dans ma vie, oui, je savais que... Voilà. Et en fait, de voir ces femmes qui étaient tellement malheureuses parce qu'elles pouvaient pas avoir d'enfants, ils montraient aussi quand elles allaient au resto, elles pouvaient pas avoir juste un anniversaire normal avec leur famille... Enfin, je me rappelle plus exactement parce que c'était il y a longtemps, mais je me rappelle que ce reportage m'avait choquée et aussi m'avait montré que ça pouvait durer toute la vie si on ne faisait rien et que ça pouvait vraiment détruire le corps au-delà de juste quelques symptômes qu'on peut avoir physiques, mais qu'effectivement il fallait faire quelque chose parce que sinon ça ne s'arrêterait pas. Tu sais, il y a toujours, surtout quand tu es jeune, tu te dis que tout est temporaire et que ça passera. Il y a des choses qui ne le sont pas, en fait. Il y a des choses qui ne passent pas si tu fais rien. Et je me rappelle que du coup, c'était ces moments-là où je vomis. Je faisais mes crises 3-4 fois par jour et que j'ai vu ce reportage, je me suis dit... il faut vraiment que je fasse quelque chose. Parce qu'en plus de ça, dans ces crises, je me rappelle, il y a des fois où j'ai cru que j'allais m'évanouir, mourir. Parce que c'est un choc pour le corps. Surtout quand tu le fais à répétition pendant des jours, 3-4 fois par jour. Sur le corps, c'est énorme le choc que tu prends. Et c'est vrai que je me suis vue quelquefois à la limite de perdre connaissance. Et t'es seule. Et tu réalises qu'il faut que tu fasses quelque chose pour toi, sinon tu vas pas t'en sortir. Et un jour, je me suis dit, ok, je sais pas où aller, je sais pas quoi faire, mais il faut que je fasse quelque chose. Et je suis juste allée voir un docteur. Okay. Mais c'est-à-dire qu'en fait, quand ça a fait clic dans ma tête, j'ai juste regardé, je crois, sur une application, comment booker un rendez-vous chez un docteur, un généraliste. Un généraliste. Okay. Je savais pas où commencer. Okay. Je savais juste qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc j'ai booké le premier rendez-vous qui était autour de chez moi avec un généraliste. Et je me souviens, j'y suis allée, j'avais 20 ans, j'étais toute seule. Et je me rappelle en plus, ce docteur, il avait, je pense, un stagiaire peut-être avec lui, un petit jeune. Et, super, on a toute une assemblée pour parler de quelque chose de compliqué, quoi. Ah ouais, mais j'étais tellement mal à l'aise, mais il fallait que j'étais là maintenant. Ouais. J'étais là, il fallait que je dise quelque chose, il fallait que je fasse quelque chose. Et j'explique la situation et je m'effondre. Ouais. Je m'effondre devant ce docteur qui me regarde comme ça, qui se dit « Oh là là, pour mon stagiaire, c'est le jour. Moi qui voulais lui faire des grippes et des... » La découverte totale. On va dans le vif du... Ouais. T'as réussi à évoquer vraiment tout ce qui se passait ? Parce qu'encore une fois, c'est le sentiment de honte dont tu parlais tout à l'heure. J'imagine que ça doit être compliqué aussi déjà de 1, d'aller s'exprimer à quelqu'un, extérioriser, et de 2, j'imagine de poser des mots sur les choses. Parce que souvent,
c'est ce qui se passe quand on a par exemple des addictions, tu vois. On fait les choses, on sait qu'il y a un problème, on sait qu'il y a tout ça, mais en fait c'est le jour où on commence à poser des mots extérieurs, tu vois, on extériorise des choses. Et je sais que je le fais souvent en coaching, juste de poser des mots sur des trucs, c'est là où les gens vraiment se rendent compte. Est-ce que tu as réussi à poser vraiment les mots et à lui dire tout? Mais pas du tout. Il n'était pas du tout ce genre de docteur. Pas du tout. Il était là pour apprendre à traiter une grippe à son stagiaire. Mais je sais plus ce qu'il m'a posé comme question. Peut-être qu'il m'a demandé quelque chose comme est-ce que j'avais un nutritionniste ou quelque chose, ce genre de choses. Et en fait, et d'ailleurs, c'est quelque chose, je pense, qui doit être adressé. Je ne sais pas si on dit ça en français. Mais conseiller à une personne qui est atteinte de boulimie ou d'anorexie d'aller voir un nutritionniste, ça n'a aucun intérêt. Les gens pensent qu'on est des gourmands et que juste on ne peut pas se contrôler en fait. On a juste envie de manger ce gâteau au chocolat parce qu'on est des gourmands. Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec la nutrition en fait. Comme je disais, c'est vraiment un sentiment de ne pas être assez bien. Et en fait, c'est ce sentiment-là qu'il faut soigner. C'est pas contrôler ce qu'on va manger. C'est une autre addiction, contrôler ce qu'on... Et je jump là-dessus, mais tu sais, parce qu'on va parler donc, de tout ce qui est entraînement, tout ça, parce que bon, c'est mon métier maintenant. Mais tu sais, avec le bodybuilding, où finalement, les gens vont d'une addiction à une autre, où on compte ses calories, où on contrôle tout ce qu'on mange. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de eating disorders, de troubles alimentaires, merci. Troubles du comportement alimentaire. Ouais, dans ce milieu, dans le bodybuilding, parce que c'est encore une fois une façon de contrôler ce qu'on mange et ouais, t'es dans le contrôle constant. On va en parler juste après, comme tu dis, mais juste pour terminer, entre guillemets, j'ai vraiment envie qu'on arrive jusqu'au moment de la guérison, mais du coup, il y a plusieurs choses dont j'ai envie d'évoquer. De un, tu m'as évoqué le sentiment de la peur juste avant, et j'ai l'impression que souvent, tu sais, il y a des gens, on dit qu'ils sont, ils voient vraiment qu'ils vont foncer dans le mur et qu'ils comprennent ce qui peut leur arriver. Tu vois, quand par exemple, un fumeur qui va fumer, il sait que c'est pas bien, on lui dit que c'est pas bien là. Mais quand quelqu'un vraiment lui met face à sa réalité, il lui dit, en fait, là, tu vas mourir, là, tu vas créer un cancer, J'ai l'impression que du coup, quand les gens sont face à ce sentiment extrême de peur, c'est là que peut-être il y a un déclic. Donc ça a été le cas pour toi avec ce reportage. Voilà, donc en fait, le docteur, j'y reviens, qui n'a aucune empathie et qui du coup, finalement, me donne le numéro d'un psy. Ok. Super. Et il me laisse avec ça, avec un nom, un numéro d'un psy. Tiens. Et là, j'ai compris que c'était moi et moi-même, en fait. Que personne n'allait m'aider. Qu'il fallait que je me sorte de ça, moi-même. Parce que même un professionnel, il n'y comprenait rien. C'est dur. Et donc, je me rappelle que j'ai commencé à faire quelque chose qui, je pense, fait peur à beaucoup de gens, mais encore une fois, comme je te dis, j'ai toujours été un enfant un peu bizarre, un peu différent, et quand quelque chose me fait peur, je le fais, justement parce que ça me fait peur. Et du coup, j'ai pris la décision de me faire des amis. Ok. J'ai cru que tu allais me lancer un truc complètement opposé. Mais attends, tu vas dire, lance la bombe, je vais me faire des amis, d'accord. D'une façon peut-être un peu commode, c'est que j'allais aller vers les gens qui m'inspiraient. Ok. Pour te donner un exemple, je me rappelle, il y avait un petit shop à côté de là où je travaillais, et il y avait une fille à la caisse. Je l'ai trouvée très jolie. Je me suis dit, tiens, je vais m'en faire une amie. Ok. Et je suis allée lui parler. Et alors, on se parle plus beaucoup aujourd'hui, mais c'est d'ailleurs la première personne avec qui je suis venue en Australie. Waouh. Ouais. C'est ouf. Et alors, on s'est toujours sur les réseaux sociaux. C'est vrai que, tu vois, maintenant qu'on en parle, on ne s'est pas parlé depuis longtemps, mais pendant très longtemps, on a été très, très amis. Et c'est vraiment une des personnes qui a compté pour moi. J'en ai eu une autre comme ça, qui fait partie de mes meilleures amies maintenant. Même chose, je l'ai rencontrée à
une soirée, parce que donc il y a aussi quelque chose que j'ai commencé à faire, dont je parlerai aussi, c'est devenir une yes personne, une oui personne. Donc dire oui aux opportunités. Ça ne veut pas dire oui à tout le monde et à tout, mais en tout cas, j'ai décidé de dire oui aux opportunités, ce qui du coup t'ouvre à beaucoup de choses. Et donc, j'ai été invitée à cette soirée où il y avait cette nana et elle était différente, très différente. C'est une de mes amies les plus différentes. Tu vois, les gens s'attirent. Enfin, on appelle ça les miroirs. Souvent, tu as autour de toi des gens qui t'inspirent parce qu'ils te font penser à toi aussi. Donc, c'est certainement pour ça, parce que tu me disais que tu te décris comme une enfant différente. Donc, forcément, tu vas être attirée par la différence. Ah, tous mes meilleurs amis sont différents. Bref, et du coup, je décide... On n'avait pas vraiment trop parlé à cette soirée, mais je décide de la recontacter. Encore une fois, je sors de ma zone de confort et je décide de me faire des amis. Et du coup, je la recontacte. Je lui propose qu'on se voit. Souvent, j'utilisais aussi le fait que du coup, je faisais mon école de maquillage. Je leur proposais de venir et de me servir de modèle. Et du coup, elle vient, on fait un photoshoot ensemble, tout ça. Et petit à petit, on devient amis. Donc, elle me présente à son cercle d'amis là-bas. Et finalement, les derniers mois là-bas ont été... je me suis sentie beaucoup mieux. Ça a été du tout au rien, en fait. De la descente aux enfers au... je construis des amitiés vraies. Et d'ailleurs, cette nana, j'ai tellement voyagé avec elle. Encore aujourd'hui, on ne s'est pas vu depuis... en fait, c'est une des seules qui est venue me voir en Australie. D'accord. Enfin voilà, amis très très proches. Et en fait, j'ai commencé à construire de fortes et vraies amitiés. Je pense que ça, c'est très important. Et moi, c'est un de mes sujets qui me passionne. C'est vraiment les relations sociales. Je pense que les gens oublient et les gens aiment beaucoup s'isoler et parfois cacher ça sous... tu vas dire, par exemple, je suis introvertie, j'aime pas trop, machin. Mais en fait, le soutien que tu peux avoir autour de toi quand tu es dans un moment difficile de ta vie, que tu en parles ou que tu n'en parles pas, juste d'avoir des gens extérieurs à toi qui peuvent être là pour toi, la présence, pouvoir avoir ton cerveau qui divague et qui va ailleurs que dans ton addiction, par exemple, ça aide tellement. Et vivre en communauté, tu vois, on le voit dans les pays qu'on appelle les zones bleues, où les gens vivent jusqu'à des centaines d'années. Ils expliquent qu'il y a un des points communs dans tous ces pays-là, c'est parce que les gens sont toujours en communauté, ils sont entourés. Et malheureusement, l'humain fait énormément de mal, comme tu as pu le dire au début du podcast, mais il peut aussi faire énormément de bien. Et j'invite toujours les gens à essayer de vraiment s'entourer de personnes qui vont vous inspirer, tu vois, qui vont vous faire du bien, qui vont vous tirer vers le haut. Est-ce que ces amis-là, tu as pu leur dire ce que tu traversais à ce moment-là ? Est-ce que tu as pu leur exprimer tout ça ? Parce que ça revient sur le sentiment de honte aussi. Oui, pas à ce stade-là. Pas à ce stade-là. C'est pas quelque chose... Alors, je me rappelle, il y a une personne à qui j'en parlais. On n'est pas restés amis après. On n'est pas restés amis. Je pense qu'elle en avait assez aussi. Mais je la remercie quand même parce qu'elle était dans ma classe, elle était plus âgée que moi. Moi, j'avais 20 ans, elle avait 30 ans. Mais elle m'écoutait et je me rappelle d'une chose qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, tu sais, Charlène, t'es pas juste un physique, t'as tellement plus que ça à offrir. Arrête de te focaliser là-dessus. Mais elle avait 30 ans, j'en avais 20. Elle savait, elle, ce que moi, je ne savais pas, ce que je sais aujourd'hui. Mais c'était complètement vrai. C'était complètement vrai. Après, les autres amis, j'avais pas envie de les faire fuir parce qu'encore une fois, tu as le sentiment de honte. Je sais que je suis différente, je l'ai toujours été, mais cette maladie, je l'ai cachée pendant longtemps. Je l'ai cachée jusqu'à ce que j'en sois sortie. Mes amis proches ne le savaient pas, personne ne le savait. Je sais que mes parents s'en doutaient un peu, pas au stade où ça l'était. Et puis c'est difficile pour les proches de mettre des mots sur ces trucs-là aussi. Je pense que c'est compliqué pour les gens qui savent, tu vois. Parfois, je pense qu'il y a des gens qui sont autour de toi en tant qu'amis
qui peuvent savoir ce qui se passe, tu vois, si tu as une addiction ou quoi que ce soit. Et ça, c'est pour tout. Je parle pas que des troubles de comportement alimentaire, pour n'importe quoi d'autre. Mais je pense que parfois, c'est difficile en tant qu'ami. Tu sais pas trop vraiment comment te positionner, comment amener les choses sans faire du mal à la personne qui est déjà en train de souffrir. Je pense que ça peut être compliqué. Mais dans ces moments-là, peut-être que, comme ce que t'ont apporté ces amis-là, juste une présence, tu vois, une présence. C'est ça. Ça fait déjà du bien. C'est déjà de l'aide, en fait. De ne pas laisser la personne seule ou la laisser tomber. Complètement. Et de sortir de l'environnement dans lequel tu es, encore une fois, de faire des choses. Et c'est pour ça que je dis je suis devenue une yes person, une oui person, parce que, en fait, quand tu vas dire oui à des choses, aux opportunités en tout cas, c'est là qu'il va t'arriver des trucs de fou. Parce que du coup, quelque chose aussi que je me suis promise à cette période de ma vie, c'est de tenir ma parole. Ça a fait une différence énorme dans ma vie. Juste de tenir ma parole, en fait. C'est simple. Si je dis quelque chose, je vais le faire. Même si j'ai plus envie de le faire quand je dois le faire, parce que ça arrive. Hein. Je t'ai dit que j'allais t'aider à déménager, puis bon, ce jour-là, j'ai un truc super à faire. Maintenant, je vais le faire parce que j'ai dit que j'allais le faire. Ça. Et du coup, ça te donne de la valeur. Et ça te donne de la valeur à tes propres yeux. De savoir que tu es une personne sur laquelle les gens peuvent compter, ça te rend fier de toi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très, très important et qui m'a beaucoup aidée dans mon développement personnel. C'est de savoir que je suis une personne sur laquelle les gens peuvent compter. Et quand tu es ce genre de personne et que les gens le savent, c'est là que les opportunités arrivent. Bien sûr. Que les belles opportunités arrivent. Et c'est surtout que tu peux compter sur toi-même. Et je pense que ça part de là aussi. C'est pas simplement les gens autour de toi. Déjà, ça part de toi. Si tu veux reprendre confiance en toi et que ton estime de toi se remonte, il faut d'abord que toi-même, tu fasses le travail pour toi, pas pour les autres. C'est parce que ça passe par toi en premier. Alors oui, mais c'est aussi très dur parce qu'on est dans une société où on a besoin de la validation des autres à un certain moment de sa vie, en tout cas, quand on est dans ce process de prendre conscience en soi et de se développer personnellement. Du coup, ça passe quand même par ça. Et c'est pour ça que je pense que le fait, en fait, si je dis que je fais quelque chose, je le fais. Du coup, les gens savent que je suis une personne sur laquelle ils peuvent compter, donc ils me donnent de la valeur. Donc, je me donne de la valeur. J'ai pas envie de mentir là-dessus et de dire que oui, c'est moi d'abord. Et non, ça passe par ça. Ensuite, oui, on arrive à un stade de sa vie où on n'a plus besoin de la validation des autres. Mais dans ce procédé, c'est passé par ça. Je vais pas mentir, c'est passé par ça. Je pense que chacun est différent et chacun expérimente les choses différemment. Et je pense que ton témoignage aujourd'hui, je suis certaine qu'énormément de gens s'identifient à ça et que ça peut les aider aussi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Tant que vous trouvez une façon qui vous va et qui vous fait du bien, allez-y. Il n'y a pas, encore une fois, il n'y a aucune règle dans cette vie. Moi, c'est ce que j'aime dire, c'est que tu peux avoir tous les thérapeutes de la Terre qui vont te dire c'est comme ça qu'il faut que tu fasses et il faut que tu fasses toutes ces étapes-là. Non, si toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui te fait du bien, go, vas-y, tu vois, fonce. Donc, tu m'as dit que tout ce qui t'a aidé pour ta guérison, ça a été donc de te faire des amis, de t'entourer, de devenir une yes personne, donc une oui personne qui est ouverte aux opportunités, qui s'ouvre à l'autre aussi. Donc, est-ce que tu as été voir c'était quoi, un thérapeute, un psychologue qui t'avait conseillé? Non, tu n'as pas été. Non. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a aidé? Le voyage. Ah, voilà. Le voyage. Aussi. Ouais. Parce que comme on l'évoquait tout à l'heure, et ça c'est très très vrai, ça par contre, voilà, ça, je le mets au top du truc. Quand on est dans une bulle et qu'il y a des choses qui vont pas et qu'on se sent bloqué, sortir de cette bulle, c'est-à-dire sortir de son environnement, et c'est pas forcément, vous n'avez pas forcément besoin de faire un voyage extrême. Parfois, il suffit simplement de changer d'appart. Voilà, changer les gens qui sont autour de vous, changer l'énergie qui est autour de vous. Si on sort de sa propre bulle et qu'on va ailleurs, même si c'est traverser la rue et aller dans l'appart en face, ça change déjà la donne. C'est changer d'environnement. Et donc du coup, changer votre environnement, ça va vous permettre de changer vos patterns intérieurs et extérieurs parce que vous allez avoir des perceptions différentes sur les choses. Donc toi, ça a été le voyage. Est-ce que ça a été le voyage en Australie, justement, de la France à l'Australie, ou est-ce qu'il y a eu autre chose avant ça?
Je pense que ça a été une des premières étapes parce que ça concorde vraiment avec la fin de cette maladie, en fait, la route vers la guérison. Donc je me suis séparée finalement de ce partenaire et j'en ai rencontré un autre. D'accord. Et est-ce que, juste avant que tu fasses ce changement-là, je veux juste revenir sur ta maladie. Ouais. Est-ce que progressivement, déjà, tu voyais une évolution avec déjà toutes les choses que tu avais commencé à mettre en place? Comment ça se passe? Est-ce que c'est par étapes ou est-ce que vraiment d'un jour à l'autre, ça s'est stoppé? Non, c'est par étapes. Okay. C'est des étapes, c'est très long. Et il faut juste commencer. Il faut juste commencer et ça fait partie des étapes pour se sentir en tout cas mieux, s'accepter. Mais par contre, quand cette relation s'est terminée et que j'ai eu l'autre, les crises ont diminué. Parce que je suis sortie de cette situation où je n'étais pas assez bien et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait me sentir mieux avec moi-même. Alors, ça n'arrive pas comme ça, la fin d'une maladie, parce qu'il y a toujours les symptômes qui sont les crises, qui étaient toujours là. Et ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Mais quelque chose qui a aussi beaucoup fonctionné pour moi, c'est commencer à faire. J'étais en relation, hein, mais commencer à faire des choses toute seule, par moi-même. Comme quoi, par exemple? Peu importe, ça pouvait être aller au restaurant toute seule, me faire un week-end toute seule, aller au cinéma toute seule, même juste faire du shopping toute seule. Tu sais, les gens ont beaucoup tendance à vouloir faire des choses avec tout le monde. Je me rappelle que même très jeune, j'ai commencé à aller faire du shopping toute seule et en fait j'adore être toute seule dans ma tête, juste avec moi-même. Mais donc après, ouais, il y a eu ce premier voyage en Australie, en fait, qui m'a coupée définitivement de cet environnement où j'étais encore... En fait, j'ai eu un déménagement aussi. Quelque chose que j'ai pas dit, c'est que j'ai déménagé à ce moment-là, et là, déjà, les crises avaient diminué. La relation précédente commençait à s'effacer, c'était sur la fin. Et je me sentais mieux. Et je me suis fait des nouveaux amis aussi par ce déménagement. Donc, nouvelle ville, nouveaux amis. En plus, j'ai déménagé à Saint-Tropez. Le soleil, ouais, voilà. Envie, ça fait du bien. Et j'imagine aussi que quand tu vois déjà de l'avancement dans ce que tu essaies de combattre, tu prends aussi un petit peu confiance en toi petit à petit. Et du coup, ça te permet aussi d'aller un peu plus de l'avant et peut-être d'ouvrir encore plus à d'autres opportunités et à de nouveaux amis, etc., etc. Complètement. Et encore une fois, comme je disais, le voyage en Australie, il s'est décidé toute seule. J'ai pas décidé de partir. Finalement, j'étais partie donc avec ce nouveau partenaire, mais j'avais décidé de le faire pour moi parce que j'avais réalisé que j'avais envie de rencontrer plus de gens. Okay. Tu vois, ce truc de m'être ouverte en fait aux autres, de rencontrer des personnalités intéressantes, j'adorais ça. Et je me suis dit, mais imagine si je pouvais faire ça dans le monde entier, en fait. Et j'avais toujours eu ce truc de l'Australie, tu sais, c'était un peu la destination en vogue. Et je m'étais dit, allez, c'est parti, on le fait avant. J'étais vraiment l'aventurière à ce moment-là parce que je m'étais rendu compte que les aventures me faisaient me dépasser, en fait. Et j'avais besoin de ça. Et je me rappelle, j'ai même arrêté de fumer à ce moment-là. Okay. J'étais une grosse fumeuse, hein, française. Et au moment où tu es arrivée en Australie? Ouais. Mais donc ça s'est arrêté d'un jour au lendemain? Ouais. Ok. Ouais. Mais parce que tu t'es dit, je veux arrêter de fumer ou parce que les paquets de cigarettes en Australie sont à, je crois, 40, 50 $, je sais pas combien. Je crois que c'est très, très cher. Les deux, je m'étais dit, tu sais quoi, c'est l'occasion et je vais avoir 24 heures coincée dans un avion où je pourrais pas fumer. Eh ben, allez, d'une pierre deux coups... Je le tente. Quand même, parce que les gens qui essayent d'arrêter, en général, il y a une espèce de... C'est l'addiction à la nicotine dont ils parlent surtout. Et toi, tu as réussi comme ça. Mais c'est certainement aussi lié au mental, énormément. Et tu n'as même pas eu cette envie, quand tu es arrivée, tu n'as pas eu d'envie entre guillemets, de rechute, j'ai pas envie de dire ça comme ça, mais des envies qui sont revenues pressantes où tu avais vraiment envie de refumer?
Sûrement, mais l'excitation, elle était trop forte. Ok. En fait, tout était nouveau, tu sais. C'est ça. T'arrives en Australie, en plus j'avais mon nouveau chéri, avec qui voilà, j'étais encore super amoureuse. Nouveau pays, nouvelle langue, des kangourous, enfin, Ton mental est occupé et distrait à complètement, d'autres choses. complètement. Et à la nouveauté, c'est ça. Et je pense, ça a été vraiment un point important dans ma guérison, parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs d'avoir eu des crises en Australie. Je pense que c'était la fin. J'en ai peut-être, il me semble que j'en ai quand même eu une ou deux, si j'y repense. C'est quand même un gap énorme, une ou deux, versus ce que tu me disais tout à l'heure par rapport à 3 à 4 fois par jour. Ouais. C'est énorme. Est-ce que tu t'en es rendu compte? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, mais attends, mais c'est fou, j'ai plus besoin de faire ça? En fait, je me sentais heureuse, j'y pensais pas. Okay. En fait, c'est tout dans ta tête. C'est dans ta tête. Et le fait d'être bien avec moi-même, de vivre des choses en fait qui me faisaient sentir vivante, et j'avais plus envie de mourir, j'avais plus envie de m'autodétruire. Donc du coup, naturellement, je le faisais plus. J'avais plus cette relation comme ça à l'autodestruction, et en fait, comme je disais, c'est un mal-être, c'est un sentiment de ne pas être assez qui fait qu'on a ces crises. Mais j'étais assez. J'étais avec quelqu'un qui m'aimait, et je m'aimais moi-même, et je vivais des trucs de fou. Donc j'en avais plus besoin, en fait. Aujourd'hui, où est-ce que tu places ton estime de toi? Je me sens très confortable avec moi-même. Ça m'a pris du temps, mais quand je vois toutes les choses que j'ai traversées, les choses difficiles que j'ai traversées, et je suis toujours là. Je suis beaucoup, beaucoup plus forte. Je pense que ça aussi, c'est un mot que j'ai beaucoup entendu. On m'a toujours dit t'es tellement forte, j'aurais jamais fait ça, je sais pas comment t'as pu faire ça. Alors que pour moi, c'était juste, encore une fois, la façon dont j'ai été élevée. On n'abandonne pas jusqu'au boutiste. On fait les choses. Et je me sens capable de tout, justement parce que j'ai pu me challenger moi-même, en fait. Comme je disais, à chaque fois que j'ai eu quelque chose qui m'a fait peur, je l'ai fait. Et ça, c'est mon père qui, encore une fois, me dit toujours « fais-le ». Tu vas y arriver, il n'y a pas de raison, crois en toi, je sais que tu peux le faire. Tu leur en as parlé à tes parents de cette période de boulimie? Est-ce qu'ils en sont conscients? Non. Non. Je ne sais pas si on va écouter ce podcast. Ouais. J'imagine que c'est dur, c'est un sentiment peut-être de honte qui est constant, mais aujourd'hui tu en parles, tu vois, ouvertement et facilement. Est-ce que tu sais pourquoi? Comment ça se fait que du coup tu arrives à en parler avec autant de détachement? J'imagine que c'est parce que tu es vraiment détachée de tout ça. Parce que je suis une personne différente. Maintenant, je vais pas te dire, il y a des choses qui m'atteignent encore dans ma vie, et il y a encore des choses qui, des fois, me font douter de moi-même. Mais j'ai cette petite voix derrière, celle de la grande Charlène, qui me dit non, regarde ce que tu as fait. Regarde ce que tu as fait dans ta vie. You got this, comme on dit en anglais. Il n'y a rien dans ma vie où je me suis dit j'ai pas réussi. J'ai eu peur, mais j'ai tout essayé et j'ai tout réussi. Et à chaque fois, et mes amis proches, mes parents, c'est quelque chose qui m'ont toujours répété. Tu vois, je t'avais dit que tu allais y arriver. Et j'ai perdu le fil de ta question. J'ai une autre question. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, tu penses qu'il y a encore des traces de la maladie dans ta tête ou par rapport à peut-être ta vision du corps? Est-ce que tu penses qu'il y a encore des traces? Ou est-ce que ça t'a laissé aussi des traces, des choses tu vois, physiques ou mentales? Physique, oui. Après, bon, c'est pas des choses... c'est malheureusement, ça laisse des séquelles. Quand on l'a pas dit, mais j'ai été malade pendant 7 ans. 7 ans de boulimie. 7 ans de boulimie, ça laisse des séquelles sur les dents,
la mâchoire. Et je pense que je veux pas faire peur, mais je veux aussi faire peur. Parce que c'est comme ça que ça pourra peut-être donner le déclic. Ouais, parce que c'est réel. Ça a des conséquences sur le corps, hein, ces choses-là. Je pense au niveau de mon système digestif aussi, ça a été compliqué pour revenir à la normale. Maintenant, au niveau mental, j'arrive à en parler sans aucune honte aujourd'hui. Et tu sais, pour en revenir à mes parents, c'était pas de la honte, je voulais les protéger. Je voulais les protéger parce que j'avais pas envie qu'ils pensent qu'ils n'aient pas fait en fait le job avec moi, et alors que c'était pas leur faute. C'était pas leur faute. Mes parents ont été des parents très aimants, toujours là pour moi, toujours à me supporter. Ils m'ont vraiment donné le courage de faire tout ce que j'avais envie de faire en fait dans ma vie, même s'ils ne sont pas physiquement avec moi, ils sont là. Et juste savoir que j'ai leur amour en fait et qu'ils croient en moi, ça me donne un pouvoir de fou. Je sais que je peux faire n'importe quoi, ils croient en moi et je veux pas les décevoir. Et c'est vrai que quand j'ai été malade, c'est que je voulais pas les décevoir et je voulais pas qu'ils se sentent qu'ils aient pas fait le job avec moi. Et du coup, c'est pour ça que je leur ai caché, pas parce que j'avais vraiment honte en fait. C'était vraiment pour protéger mes parents. C'est beau, c'est très beau aussi, entre guillemets. Ça fait combien de temps que tu es sortie de la maladie ? Je pense que cette année, ça fait 10 ans. Ok. Ouais. Joyeux 10 ans. Du coup. Bravo. Et puis bravo, vraiment, bravo. Bravo pour tout le travail que tu as fait sur toi, tout le parcours que tu as accompli. Tu peux vraiment être fière. Et je pense que ça peut donner énormément d'espoir aussi aux gens qui sont en plein dedans, pour leur dire, vous pouvez y arriver. Et de par ce que toi tu me dis, tu n'as pas vraiment vu de spécialiste. Ça a été vraiment, toi, ton travail intérieur. Je pense que chacun est différent et chacun trouvera, encore une fois, ce qui lui va le mieux. Mais c'est vraiment le rapport à l'estime de soi, la confiance en soi et le rapport à ton corps. Parce que ça a quand même commencé avec l'idée que tu avais envie de paraître fine pour être assez pour ton copain. Aujourd'hui, ce rapport à ton corps, comment tu le décris ? Complètement différent. Aujourd'hui, donc, je me suis retrouvée dans ce coaching on appelle ça strength. Training, donc la force. Entraînement de force. Entraînement de force, où en fait, les nanas qui font ça, je peux t'assurer qu'elles sont pas toutes fines. Et en fait, on rentre dans un sentiment différent. Déjà, j'ai compris que si tu avais des grosses fesses, c'était pas quelque chose de négatif. Ce qui faisait partie de mes... comment on dit ? Limitantes. Croyances limitantes. Croyances limitantes. Ouais. Où, pour moi, dans ma tête, avoir des grosses fesses et des formes, c'était mal. Et en fait, j'ai vu ces nanas qui pouvaient soulever des 100 kilos et qui étaient tellement belles. Elles avaient des belles fesses, elles étaient joyeuses. Et j'ai commencé justement à rentrer dans ce type d'entraînement qui est complètement différent par rapport justement au bodybuilding, les choses comme ça. Où finalement, les nanas, elles sont là pour soulever lourd, mais surtout pour se sentir fortes. Et en fait, ça va au-delà. Tu sais, tu as la discipline. Quand tu arrives justement à pouvoir mettre plus de poids, en fait, tu te sens... t'as pas de limite, en fait. Mais tu te sens forte. Et t'as pas besoin, en fait, de rentrer dans ce moule de faire du 34-36. Au contraire, ces nanas-là, elles ont des bonnes cuisses, tu vois, et elles sont belles. Et en fait, j'ai complètement adopté cette culture, en fait, d'avoir des formes et de les aimer. Et de s'aimer comme ça, en fait, comme on est. Parce que, comme je t'ai dit, moi, de base, je suis pas une skinny girl, une nana fine. Et du coup, je me suis complètement retrouvée là-dedans. Et maintenant, c'est mon identité. Et du coup,
c'est quelque chose que j'essaie de partager sur les réseaux sociaux aussi, parce que je pense que c'est comme ça aussi que j'ai été inspirée. Je me souviens avoir vu une de ces nanas, une de ces influenceuses sur les réseaux sociaux, et elle postait ses fesses. Mais elle avait des grosses fesses. Et en fait, elle avait tellement de succès et auprès des femmes, parce qu'on pense que les nanas, elles postent leurs fesses sur les réseaux sociaux pour attirer les hommes. Pas du tout. Est-ce que tu veux un homme qui est attiré par les nanas sur les réseaux sociaux, qui se postent? C'est pas ça qu'on cherche. On s'en fout. On n'est pas là pour l'approbation des hommes. On est là pour inspirer les autres femmes. Et en fait, quand j'ai vu justement toutes ces femmes qui répondaient d'une façon très positive à ces posts, j'ai compris que c'était quelque chose de positif, et finalement je me suis complètement retrouvée là-dedans. Et je me rappelle avoir acheté un de ces programmes au tout début, et c'est un peu comme ça que je suis tombée dans le fitness en fait. C'est qui cette influenceuse? Train with Sophie, qui d'ailleurs était à Sydney à l'époque, et je crois qu'elle a déménagé à Melbourne, mais elle m'a vachement inspirée. C'est super intéressant ce que tu décris. Et ça me fait penser qu'on a vraiment tous une perception différente des choses. Parce que tu vois, et là je te le dis sans honte, moi je sais que quand les filles postent tout le temps leur corps ou leurs fesses, j'ai l'impression que c'est pour attirer l'attention. Que ce soit des hommes ou des femmes, mais c'est surtout avoir de l'attention. On sait que ça crée des likes, on va pas se mentir. Aussi, ça fait décoller aussi la visibilité. Parce que tu montres des parties de ton corps qui avant n'étaient pas accessibles quand on n'avait pas les réseaux sociaux, tu vois. Et du coup, pour moi, souvent, quand je regarde ça, je me dis, elle a besoin de likes, ou elle a besoin d'attention, ou elle a besoin, tu vois, quand je vois des filles qui mettent ça. Et maintenant, quand tu me le décris maintenant, là, avec tes mots à toi, sachant ton parcours et ton expérience, tu vois, j'ai tout de suite une autre perception, et je comprends aussi ta façon de voir les choses sur le truc. Et du coup, je trouve ça super intéressant aussi. Je comprends totalement. Et c'est pour ça que c'est quelque chose dont j'aime parler. Parce que, tu sais, pendant des années, j'ai détesté mon corps. Quand je me regardais, je me détestais. Et je me le disais. Et je parlais à mon corps. Je détestais mon corps. Aujourd'hui, j'aime mon corps. Et aujourd'hui, je lui dis merci, en fait. Aujourd'hui, au lieu de le cacher et de lui donner de la haine, je le mets sur un piédestal, je le mets à l'honneur. Je mets mon corps à l'honneur. Et j'essaie d'inspirer d'autres femmes à faire la même chose. Je suis pas là pour essayer d'avoir Oui, les likes, c'est bien. Mais les likes, c'est bien parce que ça peut repartager ça, en fait. Mon idée, c'est pas d'avoir l'approbation des hommes ou juste de l'attention. Ça, c'est quelque chose que j'entends tout le temps. Effectivement, comme tu dis, elle veut juste de l'attention, elle veut que les gens voient son corps. C'est pas grave. C'est pas grave parce que ces gens-là, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'est arrivé à moi-même. Quand j'ai vu cette femme et que je me suis dit, waouh, elle est belle, elle m'a inspirée et elle a, je pense, joué un rôle important en fait dans cette transition. Et moi, je veux faire la même chose. Déjà, je veux remercier mon corps, contrairement à ce que je faisais avant où vraiment c'était que de la haine. Aujourd'hui, je mets mon corps à l'honneur pour lui dire merci, mais aussi pour inspirer les autres femmes à se sentir bien avec elles-mêmes, et c'est pas grave. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Bien sûr. C'est pas ce qui m'intéresse. Ça c'est un travail que j'ai fait il y a longtemps. Arrêter de me soucier de ce que pensent les autres. Je dis pas que je suis 100%... Il y a toujours des moments où on va se remettre en question, évidemment. La comparaison, ça fait partie de l'humanité, enfin de l'humain, tu vois, on va toujours se comparer. Exactement. Mais c'est sûr que si tu arrives à faire un travail sur toi-même pour essayer en tout cas de t'écarter de ces moments de validation-là, ça peut faire du bien. Et tu reviens tellement de loin, en fait, avec toute l'histoire que tu as décrite avant, que je trouve ça ouf qu'aujourd'hui tu puisses, tu vois... faire des choses et poster des choses sans te soucier de ce que les gens vont te dire, bien que tu aies traversé des choses, des moments de maltraitance, tu vois, depuis ta jeunesse, quoi. Donc tu peux être fière. Complètement, merci. Et tu sais, c'est un truc qu'on me demande souvent, qu'est-ce que ton père, il en pense ? Quand, après, très honnêtement... Par rapport à quoi ? Par rapport aux photos, tu veux dire ? Par rapport aux photos que je poste sur les réseaux sociaux,
Après, Oui, ça me fait rire parce que je pense que moi-même, je me pose la question quand je vois parfois des photos. Tu vois, je me dis, mais qu'est-ce que leurs parents... Enfin, en fait, parce que moi, déjà, je pense que je serais reniée, certainement. Je pense que ma famille ne me connaîtrait plus. l'arbre généalogique. Coucou papa et maman. Mais voilà. Mais c'est pas que ça. Aussi, après, c'est ça. Chacun, c'est parce que c'est tes propres valeurs aussi. Tu vois, moi, je sais que j'aime bien aussi. Pour moi, c'est mon corps. J'ai pas forcément envie. J'ai pas l'envie, tu vois, de le montrer, de le surexposer parce que c'est moi. Tu vois, c'est mes valeurs à moi et chacun est différent. Mais je sais que oui, parfois, je me dis, waouh, qu'est-ce que tes parents pensent. Je me demande ce que les parents, tu vois, diraient. Donc ouais, qu'est-ce que... J'ai eu cette conversation avec mon père. D'accord. Parce que moi, je suis très proche de mon père. J'ai des très jeunes parents, donc je parle absolument de tout avec eux. Ça, c'est bien. Et après, très honnêtement, quand je regarde mon Instagram, j'ai pas l'impression non plus de poster des choses qui sont too much, qui sont, tu vois, trop osées. J'ai pas pour moi, pas de connotation sexuelle dans ce que je poste. C'est sexy. Mais à chaque fois que j'ai posé la question, je pose beaucoup la question parce qu'effectivement, je veux être sûre de renvoyer le bon message. Donc j'ai souvent posé la question, est-ce que tu penses que ce que je poste, c'est trop sexuel? Qu'est-ce que ça renvoie comme image? Et mon père, alors il me fait toujours, tu sais, des petites blagues, il me dit, ils n'ont pas de pantalon en Australie? J'adore. Oui, mais c'est comme ça que ça se passe. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs, parce que c'est vrai que les filles en Australie, c'est vrai. Je le vois comme un côté positif et négatif, mais positif dans le sens où on a la sécurité de pouvoir se promener comme on veut, s'habiller comme on veut. Complètement. Et beaucoup ne s'habillent pas, du coup. On va pas se mentir. Je me souviens que ma maman, à chaque fois qu'elle vient à Sydney, elle regarde, elle me dit, mais c'est pas possible, elles sont en bikini toute l'année, tu vois, même en sortant, tu vois. Et c'est positif dans le sens où, les filles se sentent assez en sécurité pour pouvoir, voilà, s'afficher comme elles veulent et s'affirmer comme elles veulent. Complètement. Ce que j'adore. Oui. J'adore. C'est vrai que, tu vois, quand tu retournes en France et que tu dis que tu peux pas porter un legging parce qu'un legging c'est trop osé. Non, je peux pas. Et c'est vrai que j'adore ce lifestyle, ce mode de vie qu'on a ici, c'est qu'on peut vraiment être soi-même. Et je pense d'ailleurs c'est ce qui a fait que je suis revenue. Mais bref, tout ça pour dire qu'effectivement, mon père, il me connaît. Alors oui, si je faisais quelque chose de beaucoup trop osé, il me poserait la question, il serait peut-être pas... Mais après, il me connaît. Il sait la personne que je suis. Et il est fier de moi. Il est fier de moi, il me le dit tout le temps. Et tant que je posterai des choses à caractère positif, je sais qu'il me supportera tout le temps. C'est bien, c'est important d'avoir un soutien. Avoir un soutien familial, je pense que c'est un privilège. Et tant que tu peux l'avoir, vraiment, chéris-le. Parce que tout le monde ne peut pas avoir cette chance-là. Et je pense que c'est super important. Pour n'importe quoi dans ta vie, n'importe quelle situation dans laquelle tu es, tu as besoin de ce soutien-là. C'est très fort, c'est très important. Aujourd'hui, du coup, tu es coach sportive. Ouais. Tu aides les femmes, c'est ça surtout, que tu coaches, à se sentir bien, à se sentir mieux. Et tu me parlais tout à l'heure de la nutrition. Donc c'est du bodybuilding, surtout l'entraînement de force, ou c'est deux choses différentes? Deux choses différentes, okay. Complètement différentes. Donc toi, tu fais de l'entraînement de force. Est-ce que dans l'entraînement de force, du coup, j'imagine que tes clientes, tu les aides aussi à comprendre un petit peu la nutrition, qui est aussi associée à se sentir bien, et j'imagine aussi à la perception qu'elles ont de leur corps par rapport aux objectifs qu'elles veulent atteindre. Parce que souvent, on a les objectifs de perte de poids, mais du coup, l'entraînement de force, c'est pour aussi gagner de la force. Ouais. Donc, c'est quoi aujourd'hui les messages que tu véhicules à ta clientèle par rapport au rapport au corps et la nutrition et tu vois la globalité du sport? Alors c'est intéressant parce qu'au final, je n'attire pas tant les femmes qui veulent perdre du poids. Ce que j'adore. Mes clientes, c'est des femmes qui veulent se sentir plus confortables dans leur corps et fortes. Je pense qu'il y a cette vague qui arrive aujourd'hui où les femmes ne veulent plus être toutes fines et absolument perdre du poids. Maintenant, elles veulent juste se sentir bien. On est plus dans le se sentir bien que faire un certain poids. Et en fait, moi, j'utilise des chiffres qui sont différents. C'est-à-dire qu'au lieu de
savoir leur tour de taille, tour de hanche ou quel est leur poids sur la balance. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'on va soulever aujourd'hui. Et elles aussi. Mes clientes, elles ne sont pas excitées à l'idée de perdre 1 kilo. Oui, ça va avec, parce que ça va avec. Mais c'est de mettre 10 kilos de plus sur la barre et de soulever. Et là, elles se sentent bien. Donc finalement, au niveau de la nutrition, je vais leur donner les grandes lignes, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel je me concentre trop, aussi parce que je ne suis pas nutritionniste. Je donne un guide, en fait, des choses à suivre, mais ce n'est pas quelque chose dans lequel je rentre. Et comme je te dis, dans tous les cas, les femmes qui viennent vers moi, elles viennent pour se concentrer sur la technique et se sentir fortes. Se sentir forte, et ça revient au mental, en fait. C'est même plus le physique. Complètement. C'est pas seulement le physique qui compte, c'est mentalement. Et pour le vivre moi-même aussi au quotidien ici, c'est mentalement, tu te sens tellement fière de toi et fière de ce que ton corps peut faire, mais aussi de ce que ta tête peut faire. Parce que souvent, ça va ensemble, en fait. Tu vois, souvent, si ta tête te dit « ouais, je peux le faire, je peux soulever » ou « je peux faire aussi des trucs avec des poids », tu te sens fière de toi et tu te sens bien, et ton estime de toi remonte, et ta confiance en toi aussi remonte. Et tout, ça va ensemble, en fait. C'est un cercle complètement ensemble. Non, complètement. Des fois, j'ai l'impression de... Tu sais, quand tu es un coach, tu es aussi un peu psychologue. Oui, oui, ça j'ai entendu ça souvent. Ouais. Ou finalement, des fois, j'ai des clientes qui arrivent et on discute beaucoup. Je leur fais faire leurs échauffements en même temps. On discute, on pleure beaucoup. Après, on soulève lourd. On arrive à avoir des nouveaux PB, personal best. Et là, elles repartent avec le sourire. Et tu sais combien de messages je reçois, en fait. Juste merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, laissé pleurer. Et c'est pour ça que je fais ce job, en fait. C'est pour montrer aux femmes que être toute fine, skinny et rentrer dans un moule, c'est pas en fait comme ça qu'on va se sentir bien, et qu'il y a d'autres moyens, en fait. Il y a d'autres moyens, et je pense qu'aussi, juste avoir quelqu'un d'externe qui est là pour les écouter, parce que c'est ça, quand tu es un personal trainer, un coach sportif, tu es avec la personne pendant 1 heure, c'est du one-on-one. C'est ça. Avec qui d'autre est-ce que tu fais ça plusieurs fois par semaine, toutes les semaines? Certainement que tu te rends pas compte, mais tu es peut-être un peu aussi l'ami que toi, tu as cherché à avoir plus tôt, quand tu étais en train de combattre la maladie. Tu es un peu l'ami de ces personnes-là. Tu n'as pas seulement un coach, en fait. C'est vraiment le soutien, peut-être, chaque semaine, qu'elles recherchent. Et certainement que tu leur fais beaucoup plus de bien dans leur quotidien que ce que tu ne penses. Et c'est exactement pour ça que je le fais. C'est, pour moi, apporter un support qu'elles n'ont pas. Tu sais, j'ai beaucoup de mamans, et je sais qu'elles ont leur taf, elles ont le mari, elles ont les enfants. Quand elles viennent et qu'elles sont 1 heure avec moi, je suis là pour elles. Je suis là pour les aider et surtout les écouter. Je pense que ça, c'est très important. Tu sais, on attend beaucoup des femmes aujourd'hui. Elles doivent tout faire, absolument tout. Et c'est vrai que souvent, c'est un rôle qui est un peu incompris, malheureusement. Surtout quand elles ont le rôle de la femme, de la maman, il faut s'occuper de tout. Cette heure-là, c'est la leur. Et c'est pour ça que souvent, on a les pleurs, on a les rires, on a tout. En tout cas, moi, mon rôle, c'est de leur rappeler qu'elles font tout déjà. Tu vois, quand elles arrivent vers moi et que elles me disent que voilà, elles ont pris 2 kilos, si ça, je leur dis attends, t'as ton job, ta propre compagnie. Tu t'occupes de ton mari, tu t'occupes de tes enfants, t'as ci, t'as ça. Tu as tout, tu fais déjà tout ce qu'il faut, sois fière de toi. Et ça, elles adorent. Et je suis là pour rebooster leur morale comme ça. Et en plus de ça, elles prennent soin d'elles et elles sont là, ce jour-là, avec toi pour leur session de coaching, et elles se mettent aussi en avant et elles prennent du temps pour elles. Absolument.
J'ai adoré cet épisode avec toi. J'ai envie de revenir juste sur la guérison. Ouais. Aujourd'hui, tu es totalement guérie. Il y a souvent, j'ai entendu ça souvent, qu'il y a forcément... Oula, j'ai un chat dans la gorge, on adore. Mais que, tu vois, c'est pour ça que je te demandais par rapport aux séquelles qui peuvent rester après ça. Et en plus de ça, aujourd'hui, tu es quand même dans le milieu sportif, qui est quand même encore dans le milieu du rapport au sport, à la nutrition, etc. etc. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as quand même des moments où c'est pas des réflexes de la maladie qui reviennent, j'ai pas envie de dire ça comme ça, mais est-ce qu'il y a des moments où... Comment tu fais aujourd'hui, par exemple? Tu vois, tu me parlais de ce sentiment où tu avais de l'anxiété dans ta poitrine et tu avais besoin de purger. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te permet, quand tu as un sentiment d'anxiété, c'est quoi que tu utilises? C'est quoi l'outil que tu utilises aujourd'hui à la place de la maladie? Alors, j'ai commencé à voir une psychologue à la suite d'un petit événement traumatisant dans un tramway, bref, qui m'a rendue claustrophobique. Ici, en Ouais, Australie? ouais, c'est arrivé l'année dernière. Waouh. Ouais, truc de fou. Et en fait, voilà, cet événement m'a rendue claustrophobique. Et encore une fois, comme je te disais, moi, je ne reste pas dans une situation qui ne me convient pas. Donc, je me suis dit, je ne peux pas être claustrophobique, hors de question. Donc, j'ai commencé à avoir une psy. Et en fait, je la vois une fois tous les 6 semaines, à peu près. Et on fait ce travail, donc sur le travail de l'anxiété, qui est en fait un travail du mouvement des yeux. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais que je recommande. C'est pas très très connu. C'est une technique qui fait travailler en fait sur le lobe, je sais plus quel lobe du cerveau. On l'a fait aussi un jour, et oui, je vois très bien. Et j'adore. On fait ça. Et on parle beaucoup. Elle me fait faire des exercices de dédoublement de personnalité, si je peux un peu dire ça, que je trouve super intéressant. Tu sais, des fois, on va avoir 2 fauteuils et elle va me dire, OK, ici, c'est la Charlène qui pense comme ça. Là-bas, c'est la Charlène qui pense comme ça. Et je change de place et je me parle à moi-même. Et il se passe des trucs de fou. Et c'est vrai que pendant très longtemps, voir une psy, dans ma tête, c'était pour les fous. Et en fait, j'adore parce que tu t'apprends à te connaître d'une manière différente. Tu sais, tu parles de ta vie, de ton enfance, et elle arrive à me pointer des choses, et je me dis, oh, mais ouais, carrément en fait, ça prend tout son sens. Et c'est pour ça que j'invite vraiment aux gens en fait à essayer. Il faut trouver le bon psy. C'est vrai que c'est compliqué, mais c'est un truc que je recommande. J'ai commencé il y a pas très très longtemps. Après, je vais pas te mentir aussi. Ce qui me rend bien aujourd'hui, c'est ma routine avec mon entraînement, avec mon taf, toutes ces choses en fait. Savoir que je suis là pour mes clients. Ça, c'est quelque chose qui, moi, me donne de la joie. Me donner à fond dans mon travail. Avoir cette team, en fait, avec qui je travaille, qui me dit sans arrêt que je fais du bon travail. Encore une fois, c'est trouver de la valeur quelque part. Ça, j'adore. Et mes entraînements me dépasser, encore une fois, faire des choses qui me font peur. Encore cette année, je me suis donné le challenge. J'ai très peur de conduire. J'ai toujours eu très peur de conduire. Même en France, je conduisais sur des petits trajets, tout ça. Je suis revenue ici. J'ai pas touché une voiture depuis 5 ans. Et je me suis dit, ah ouais, on y va, c'est parti. Je me suis acheté une voiture comme t'achètes une baguette. Ok, j'adore. Et je m'y suis mise. J'ai dit, allez, c'est parti, on apprend à conduire. Tu sais quoi, j'ai commencé par conduire autour de mon bâtiment 10 fois, et puis un petit peu plus loin. Bref. Et voilà. T'as ton permis, t'as dit? T'as ton permis? Ouais. J'ai commencé à conduire, j'ai acheté une voiture, et j'ai commencé à juste essayer de conduire. Ok. Mais voilà, en fait, moi, ce qui me fait vivre et vibrer, c'est de me dépasser. Ouais. Je le ressens beaucoup dans tout ce que tu dis. Ouais. Et je trouve que c'est beau. Et t'es jusqu'au boutiste, ouais. comme tu dis. Et ton rapport au corps aujourd'hui a l'air vraiment... déjà, il est différent et j'entends totalement tout ce que tu dis. Ton rapport à la nourriture, c'est ça qui m'intrigue aussi. Comment il est?
Si je peux te poser la question. Ouais, complètement. J'adore manger, je suis une grosse mangeuse. Il vaut mieux m'inviter au ciné qu'au resto. Ok. Parce que sinon, ça va coûter trop cher. Ouais. Ok. C'est ma meilleure amie Vous qui me avez disait... entendu, les garçons, voilà. D'accord. Ma meilleure amie qui me disait toujours ça. Trop Toi, il drôle. vaut mieux t'inviter au ciné C'est qu'au resto. drôle. Je suis une grosse mangeuse. Ouais. J'ai toujours été une grosse mangeuse, mais aujourd'hui, je l'assume. Aujourd'hui, je l'assume. J'ai pas de honte avec ça, alors que c'est, tu vois, une réflexion qu'on me faisait beaucoup en France aussi. Ah, tu manges beaucoup pour une fille. Bah ouais, je mange beaucoup, ouais. Donc Et maintenant, ça me va très bien. exactement. Et j'adore la nourriture. Après, j'ai une relation à la nourriture qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus mon ennemi, c'est mon ami, c'est mon essence. C'est ce qui fait que j'ai l'énergie nécessaire pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Pour me lever le matin à 5 heures, aller entraîner mes clients, ensuite aller m'entraîner moi, faire tout ce que j'ai à faire dans ma journée. Il me faut mon fuel, tu vois. Donc finalement, la nourriture, c'est devenu mon meilleur ami. C'est mon plaisir le week-end quand je me fais un bon resto, mais c'est aussi tout au long de la semaine mon énergie. Ok. Je trouve ça très intéressant d'en parler parce que quand on associe les troubles alimentaires sont toujours associés bien évidemment au rapport à la nourriture aussi, bien qu'on sache que, comme on en a discuté aujourd'hui, c'est une source plus profonde par rapport vraiment au bien-être ou au mal-être plutôt. Mais il y a aussi, j'imagine du coup, oui, le rapport à la nourriture qui rentre en jeu et cette idée de faire la paix avec l'alimentation et de comprendre, comme tu dis, que c'est ton énergie, c'est ce qui va te permettre de vivre au quotidien, c'est ce qui va te permettre d'être fier de toi à la salle de sport, par exemple, ou ailleurs. Enfin, il y a plein d'activités possibles, plein de choses, juste de pouvoir aller faire une marche rapide avec sa famille, ou une marche tout court d'ailleurs, et de se sentir ok, tu vois, et de se sentir bien dans son corps et dans ses baskets. Et donc, je pensais que c'était important de le rappeler. Et tu sais, un truc que j'ai découvert, et maintenant je le crois vraiment, c'est que ton estomac est ton deuxième cerveau. Et il y a des choses, en fait, c'est vachement intéressant. J'ai commencé à regarder, mais par exemple, les effets du sucre sur ton cerveau. Toutes ces choses, en fait, on ne se doute pas que ce qu'on mange peut affecter notre mental. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et c'est pour ça que finalement, mon énergie, la façon dont je me sens physiquement et mentalement, a beaucoup plus de valeur pour moi aujourd'hui. Donc c'est quelque chose que je Priorise. Tout simplement. Ok. Oui. Et du coup, par exemple, aujourd'hui, je ne bois quasiment plus. Ça m'arrive d'avoir un verre de vin quand j'ai un bon dîner, mais je ne sors plus et tu vois, j'aime plus du tout ça parce qu'en fait, ça va affecter la façon dont je me sens physiquement et moralement. Donc, tu sais, quand les gens me demandent comment tu fais pour pas boire et tout ça, ben en fait, c'est juste que ça, c'est vachement plus important pour moi que d'aller boire de l'alcool, tu vois. Donc finalement, je trouve que voilà, ce truc en fait de prendre soin de son corps et de manger les bonnes choses, c'est essentiel pour finalement te sentir mieux. Et une fois que tu as compris ça, la question se pose plus. Mais je pense que pour comprendre ça, il faut accepter de sortir parfois de ces retranchements, tu vois, et d'accepter de voir des changements, par exemple alimentaires, pas comme un régime, parce que moi personnellement je déteste ce mot-là, parce que c'est pas restrictif, c'est simplement tenter de trouver un différent rythme de vie qui pourra peut-être t'aller mieux et que tu vas ressentir au quotidien, tu vois. C'est bien de s'inscrire à une salle de sport ou d'essayer de te prendre en main, mais moi je vois ça comme une approche holistique et je pense qu'il y a beaucoup de choses, de critères qui vont ensemble. Donc tu as le sommeil, tu as de qui tu es entouré, est-ce que tu es entouré d'ondes positives, de soutien autour de toi, d'amis, de gens importants, tu vois, sur qui tu peux compter, tu te sens pas seul. T'as du coup la nourriture, je sais pas si je l'ai dit juste avant, l'exercice, bouger ton corps, l'exercice aussi mental, donc apprendre des choses au quotidien, bref. Donc c'est holistique, c'est une approche complète. Et en fait, oui, c'est juste ça, c'est de pouvoir comprendre ce qui peut faire du bien, mais pour le comprendre, il faut accepter le changement et il faut accepter de faire des choses qui vont être différentes de ce qu'on a l'habitude de faire. Il faut être ouvert aussi. Et pas voir ça comme une restriction et comme une chose négative ou comme une perte d'habitude, mais plutôt comme un gain de nouveauté. Non, absolument.
et un gain de quelque chose qui pourrait peut-être complètement changer le cours des choses et changer le cours de la vie, tu vois. J'ai des copines en France qui me disent que depuis qu'elles voient qu'en Australie on fait beaucoup de sport, et ben elles ont commencé à se mettre un peu au sport, tu vois. Ouais. Et qu'elles sentent vraiment un sentiment de légèreté depuis qu'elles s'y sont mises. Mais c'est assez impressionnant parce qu'en fait elles me disent j'ai jamais aimé le sport, j'aime pas les trucs, mais en fait j'ai compris qu'il y avait peut-être un certain type de sport qui pouvait me faire du bien. J'ai une copine, là je pense à elle, qui fait de la Zumba du coup, tu vois, qui me dit mais j'avais honte et je savais pas trop, c'est un peu les trucs de je sais pas quoi. Je m'y suis mise et en fait maintenant j'ai besoin de cette routine-là de Zumba chaque semaine et je me sens légère et maintenant j'ai même envie de manger mieux et différemment parce que ça me permet de me sentir encore mieux quand je vais à la Zumba, tu vois. Et donc en fait je pense que c'est aussi un cercle vertueux, je dirais, tu vois. Et en fait tu commences quelque part, t'essaies de vraiment sortir de ta zone de confort. Tu essayes de trouver de l'inspiration chez les gens qui t'inspirent, t'essayes quelque chose et tu vas voir que petit à petit, tu vas la voir la lumière au bout du tunnel et tu vas voir que changer des toutes petites habitudes dans ton quotidien, ça peut te permettre de te sentir mieux et de te sentir bien. Complètement. Tu sais, souvent, un conseil que je donne, c'est si tu sens que tu ne vas pas bien, regarde tes basiques. Est-ce que ton alimentation, elle est bonne en ce moment ? Est-ce que tu bois assez d'eau ? Est-ce que tu dors assez ? Est-ce que tu prends assez le soleil ? Et comment sont tes relations avec les autres ? Exactement, c'est exactement ça. Mais j'entends déjà les Parisiens nous dire qu'ils n'ont pas de soleil. Du coup, j'allais juste aller là-dessus. Charlène, on vient à la fin de cet épisode. Merci 1000 fois d'avoir pris le temps. Merci à toi. Est-ce que tu as un dernier message à donner à des gens qui pourraient nous écouter, qui se sentent certainement bloquées si elles sont dans une addiction ou dans la maladie similaire que toi tu as traversée, ou aux personnes qui sont dans l'entourage d'une personne qui est atteinte? Qu'est-ce que c'est le conseil primordial que tu aimerais donner d'espoir? Le plus gros conseil que je donnerais, c'est déjà de garder espoir et de se dire qu'on peut en sortir. Comme je l'ai dit, je pensais vraiment en mourir à un moment, et pourtant aujourd'hui c'est très loin derrière. Il faut juste avoir l'envie de s'en sortir et prendre la première step, la première étape. Il faut être patient, ça va prendre du temps. Pour la famille qui est autour et les amis, il faut juste être là et donner de l'amour, donner beaucoup d'amour. Merci beaucoup Charlène, encore une fois. Merci de t'être livrée, c'est très courageux de ta part, sur un sujet très délicat, très sensible. Donc merci beaucoup. Merci de m'avoir reçue. Et prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous pensez qu'il y a des personnes qui pourraient être intéressées par le sujet. Et surtout si vous pensez que ça peut aider les gens et donner de l'espoir, surtout. Merci encore. Merci. À bientôt.